La forêt s'étendait devant elle comme un refuge provisoire, un espace hors du temps où les bruits du monde semblaient assourdis par l'épaisseur des arbres et l'odeur humide de la terre. Élise et Élodie avançaient côte à côte, mais une distance invisible s'était installée entre leurs pas, une distance faite de non-dits et de décisions déjà prises. Leurs silhouettes se découpaient dans la lumière pâle du matin, et si l'on avait observé la scène de loin, on aurait pu croire à une simple promenade. Pourtant, chacune d'elles portait en elle le poids d'un basculement. Élise regardait Élodie avec une attention presque douloureuse, comme si elle tentait de mémoriser chaque détail de son visage avant qu'il ne disparaisse de son quotidien. Elle savait que ce départ n'était pas un simple changement de décor. Il marquait la fin d'une époque, la fin d'une relation qui aurait pu survivre aux erreurs mais qui s'était heurtée à l'incapacité de l'une et à la lucidité de l'autre. En prononçant qu'elle souhaitait seulement le bonheur d'Élodie, Élise ne cherchait pas à se donner le beau rôle. Elle reconnaissait, dans un éclair de sincérité tardive, qu'elle aurait pu pardonner. Elle aurait pu accepter l'infidélité, reconstruire quelque chose de fragile mais réel. Cependant, Élodie avait choisi une autre voie, convaincue que rester aurait signifié renoncer à une part d'elle-même. Élodie, de son côté, avançait avec cette sensation étrange d'accomplir deux deuils à la fois. Celui d'une histoire d'amour qui s'était fissurée sans éclat spectaculaire, et celui d'un lien amical qui n'avait pas su se transformer. Elle éprouvait le besoin de s'éloigner pour respirer, pour se retrouver hors du regard d'Élise, hors du regard de Pauline, hors du regard de tous ceux qui associaient encore son nom à des attentes qu'elle ne se sentait plus capable d'assumer. La forêt devenait ainsi le théâtre silencieux d'un adieu que ni l'une ni l'autre ne parvenait à formuler pleinement. Pendant ce temps, en ville, l'atmosphère était d'une toute autre nature. Installée face à Sabine dans un café, Johanna tentait de mettre des mots sur un malaise diffus qui la rongeait depuis plusieurs semaines. Elle ne pouvait s'appuyer sur aucun fait concret, aucune preuve tangible, mais elle sentait que quelque chose s'était déplacé dans son couple. Yann n'était plus tout à fait le même. Il semblait ailleurs, absorbé par des pensées qu'il ne partageait pas, distant dans des moments où, autrefois, la complicité s'imposait d'elle-même. Leur intimité s'était raréfiée sans dispute franche, sans crise ouverte. Il s'agissait plutôt d'une lente érosion, d'une succession de gestes manqués et de silences prolongés. En confiant à Sabine qu'elle soupçonnait peut-être la présence d'une autre femme, Johanna prenait conscience du gouffre qui s'ouvrait sous ses certitudes. Elle connaissait le métier de Yann, son implication dans les enquêtes, les pressions constantes qui pesaient sur lui. Elle avait toujours accepté cette part d'ombre liée à sa profession. Pourtant, cette fois, son intuition dépassait la simple fatigue professionnelle. Elle percevait un secret, quelque chose de plus intime, qui ne relevait pas seulement du travail. Au commissariat, Élise poursuivait l'enquête avec une concentration accrue. La découverte du bracelet de Lucie représentait une avancée concrète, un élément matériel capable de redonner une direction à des recherches qui semblaient piétiner. Le bijou, déposé dans un atelier de réparation avant la mort de Lucie, prouvait qu'elle avait continué à vivre, à circuler, à entretenir des objets familiers peu de temps avant le drame. En récupérant le bracelet et en envoyant sa photographie à Muriel pour confirmation, Élise s'assurait de ne pas se tromper. La réponse affirmative de Muriel renforçait l'importance de cette trouvaille. Ce détail, en apparence banal, ouvrait une série de questions plus vastes. Qui avait vu Lucie ce jour-là? Qui savait qu'elle fréquentait cet atelier? Avait-elle été accompagnée? Élise décida d'étendre ses recherches aux bijouteries de la ville, consciente que les paiements en espèces pouvaient compliquer la traçabilité, mais convaincue que la répétition des visites finirait par produire un témoignage, un souvenir, un visage. Lorsque Yann apprit la découverte du bracelet, il manifesta le désir de se rendre lui-même à l'atelier. Cependant, Élise prit les devants, préférant gérer cette piste sans attendre. Ce choix, qu'elle justifiait par l'efficacité, traduisait aussi une forme d'instinct. Quelque chose dans la dynamique de l'enquête l'incitait à conserver une certaine autonomie. Parallèlement, Muriel se débattait avec une impression tenace. Depuis qu'elle avait appris que le policier en charge du dossier Lucie n'était autre que le mari de Johanna, un trouble diffus s'était installé en elle. Le visage de Yann lui semblait familier, mais le contexte de cette familiarité lui échappait. Cette frustration la poursuivait jusque dans le tram, où, assise face à la vitre, elle tentait de reconstituer le fil de sa mémoire. Le souvenir surgit sans prévenir, avec la violence d'une image restée trop longtemps enfouie. Elle se revit sur une plage, aux côtés de Lucie, dans une atmosphère légère qui contrastait brutalement avec la gravité du présent. Le vent, le sable, les rires, puis cet homme qui les observait, téléphone à la main. Yann se tenait là, prenant une photo. Un geste anodin qui s'était conclu par la chute de l'appareil dans le sable, provoquant un éclat de surprise et de gêne.
La netteté du flash la laissa sans voix. Il ne s'agissait pas d'une simple ressemblance. C'était bien lui. Yann avait déjà croisé Lucie, et pas dans le cadre officiel d'une enquête. Cette révélation bouleversait la chronologie qu'elle s'était construite. Si Yann connaissait Lucie avant le drame, pourquoi ne l'avait-il jamais mentionnée? Pourquoi cette rencontre n'apparaissait-elle dans aucun récit? Tandis que Muriel tentait de maîtriser l'accélération de ses pensées, d'autres tensions se développaient ailleurs. À l'hôpital, Clémence évoluait avec une prudence presque mécanique. Elle saluait ses collègues, maintenait une apparence de normalité, mais cherchait systématiquement des instants d'isolement pour avaler un médicament à l'abri des regards. Son comportement traduisait une volonté de contrôle absolu, comme si le moindre aveu risquait d'ouvrir une brèche. Elle évitait Alain, consciente que sa vigilance pourrait percer le secret qu'elle s'efforçait de préserver. À la ferme, le départ d'Élodie prenait une dimension plus concrète. William tentait de canaliser son émotion en s'occupant des tâches quotidiennes, trouvant dans les gestes répétitifs une manière de contenir l'angoisse. Lorsqu'il serra sa fille dans ses bras, il comprit que, malgré ses efforts pour accepter la situation, la séparation le traversait plus profondément qu'il ne l'avait imaginé. Élodie, en conservant temporairement ses parts dans la ferme, laissait une porte entr'ouverte, mais cette précaution financière ne suffisait pas à atténuer la douleur immédiate. Pauline, quant à elle, ne parvenait pas à adopter cette distance. Sa conversation avec Ludo révélait une blessure encore vive, une incompréhension qu'elle refusait d'analyser en profondeur. Elle se sentait rejetée sans appel, persuadée que le départ d'Élodie constituait une trahison personnelle plutôt qu'une nécessité intime. Plus tard, dans une tentative de briser la mélancolie, Bilal et Ulysse proposèrent à Élise une activité légère, un projet de petit film d'action improvisé à la ferme. L'initiative avait pour but de détourner son esprit de la tristesse liée au départ d'Élodie. Même si Élise participait avec retenue, ce moment d'amitié offrait un répit, un espace où l'affection circulait sans exigence ni reproche. Cependant, derrière ces scènes du quotidien, une tension plus grave s'installait. Muriel, encore secouée par son flash, comprenait que la figure de Yann ne pouvait plus être perçue comme neutre. Sa présence sur la plage, aux côtés de Lucie, transformait l'enquête en terrain miné. Johanna doutait déjà de son mari pour des raisons intimes, sans imaginer que ses soupçons pouvaient rejoindre une vérité plus dangereuse. Ainsi, tandis que certains faisaient leurs adieux et que d'autres tentaient de sauver des relations fragilisées, un lien invisible se resserrait autour de Yann. Le bracelet de Lucie, le souvenir de la plage, les silences du commissariat formaient désormais un réseau cohérent. Sans éclat spectaculaire, sans accusation formelle, le piège commençait à prendre forme, alimenté par des détails que personne ne pouvait plus considérer comme insignifiants. Le souvenir ne quittait plus Muriel. Même descendu du tram, même plongé dans le bruit ordinaire de la ville, l'image revenait avec une précision presque cruelle. La plage, le sable humide sous ses pieds, le rire de Lucie, léger, insouciant. Et Yann, légèrement en retrait, tenant ce téléphone qu'il avait fait tomber en les photographiant. Plus elle y pensait, plus les détails se précisaient. Ce n'était pas une rencontre fortuite entre inconnus. Il y avait eu un échange de regards. Une familiarité brève, presque imperceptible, mais réelle. Lucie n'avait pas semblé surprise de le voir. Elle n'avait pas demandé qui il était. Elle l'avait laissé les prendre en photo comme si sa présence allait de soi. Muriel sentit un froid la traverser. Si Yann connaissait Lucie avant l'ouverture officielle de l'enquête, cela changeait tout. Non seulement il n'était plus un simple policier chargé d'un dossier, mais il devenait un élément du passé de la victime. Et cette omission, si elle était volontaire, prenait une gravité particulière. Elle tenta de rationaliser. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. Peut-être que cette rencontre n'avait aucune importance et qu'il n'y avait rien à signaler. Pourtant, une intuition persistante lui murmurait que ce silence n'était pas innocent. Pendant ce temps, Johanna rentrait chez elle avec une sensation de malaise difficile à nommer. Elle observait les gestes de Yann avec une attention nouvelle, presque analytique. Sa manière de poser ses clés sur la table, de retirer sa veste, de consulter brièvement son téléphone avant même de lui adresser un regard. Rien de spectaculaire, rien de manifestement coupable, mais quelque chose sonnait faux. Leur conversation du soir restait superficielle. Ils évoquaient le travail, les banalités du quotidien, mais évitaient soigneusement toute zone sensible. Johanna remarqua qu'il parlait peu de l'enquête sur Lucie. Lui qui, d'ordinaire, partageait au moins les grandes lignes de ses dossiers, semblait cette fois verrouillé. Elle ne savait pas si cette réserve relevait du secret professionnel ou d'un besoin plus personnel de dissimulation. En l'observant, elle se surprit à chercher des indices physiques, un parfum étranger sur sa chemise, un message dissimulé, une hésitation dans le regard.
Elle détestait se voir ainsi, méfiante, presque intrusive. Pourtant, elle ne parvenait plus à faire taire cette inquiétude. Au commissariat, Élise poursuivait méthodiquement ses vérifications. Elle visitait les bijouteries avec une patience qui frôlait l'obsession, montrant la photo du bracelet, interrogeant les vendeurs sur d'éventuels passages récents de Lucie ou d'un homme l'accompagnant. La plupart des réponses étaient négatives, imprécises, ou se perdaient dans la routine commerciale. Malgré l'absence de pistes concrètes, Élise sentait qu'elle progressait. Chaque refus, chaque souvenir flou éliminait une possibilité et resserrait le champ. Elle travaillait avec une concentration accrue, consciente que le moindre détail pouvait faire basculer l'affaire. Yann, de son côté, gardait une attitude contrôlée. Il s'informait de l'avancée des recherches, posait des questions techniques, évoquait l'hypothèse d'un paiement en espèces pour compliquer toute traçabilité. Son raisonnement était cohérent, professionnel. Rien dans ses propos ne laissait supposer une implication personnelle. Pourtant, Élise remarqua qu'il évitait de croiser son regard trop longtemps lorsqu'elle évoquait la plage, même de manière indirecte. Elle ne savait pas encore ce que Muriel venait de comprendre, mais elle percevait une tension diffuse, comme si certains éléments restaient hors champ. À l'hôpital, Clémence continuait de gérer son secret avec une discipline quasi militaire. Elle prenait soin de ne jamais laisser traîner son ordonnance, de masquer les boîtes de médicaments au fond de son sac, de calculer ses horaires pour éviter toute question d'Alain. Cette double vie la fatiguait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque comprimé avalé représentait à la fois un soulagement et une menace. Soulagement parce qu'il lui donnait l'illusion de tenir debout. Menace parce qu'il incarnait la preuve qu'elle ne maîtrisait plus totalement son propre équilibre. Elle croisait le regard d'Alain dans les couloirs et y lisait une inquiétude qu'il ne formulait pas encore. Elle savait qu'il finirait par poser des questions. Elle redoutait ce moment autant qu'elle l'anticipait. À la ferme, l'absence d'Élodie commençait déjà à se faire sentir. Les gestes quotidiens semblaient légèrement décalés, comme si un élément essentiel manquait à la mécanique du lieu. William s'efforçait de maintenir une atmosphère stable, parlant d'avenir, d'organisation financière, du rachat progressif des parts. Il voulait croire que ce départ n'était qu'une parenthèse. Mais lorsque la nuit tombait, un silence particulier envahissait la maison. Un silence qui rappelait que certains départs ne laissent pas seulement un vide physique, mais une fracture affective. Pauline, elle, restait enfermée dans son ressentiment. Elle repassait mentalement les derniers échanges avec Élodie, cherchant le moment précis où tout avait basculé. Elle oscillait entre la colère et la culpabilité, incapable de déterminer si elle avait été trop exigeante ou si Élodie avait fui par facilité. Ludo tentait d'apporter une lecture plus nuancée, rappelant qu'Élodie avait toujours été authentique, peu encline aux compromis forcés. Mais ses paroles n'apaisaient pas la blessure. Pauline avait besoin d'un responsable, et le départ offrait une cible évidente. Pendant ce temps, Muriel prenait conscience qu'elle ne pourrait pas garder son souvenir pour elle indéfiniment. Elle hésitait entre prévenir Élise immédiatement ou attendre de rassembler davantage d'éléments. Elle connaissait Johanna depuis longtemps. L'idée de fragiliser son mariage la retenait. Pourtant, se taire reviendrait à trahir Lucie. Elle repensa à cette journée sur la plage. Elle tenta d'analyser l'expression de Yann à ce moment-là. Était-il simplement maladroit, surpris d'être reconnu? Ou y avait-il déjà dans son regard quelque chose de plus calculateur, de plus opaque? Plus elle fouillait sa mémoire, plus elle ressentait une certitude naissante, cette rencontre n'était pas anodine. Elle s'inscrivait dans une histoire plus vaste, dont elle ne possédait encore que des fragments. Le soir venu, Johanna s'allongea aux côtés de Yann avec une distance imperceptible mais réelle. Elle observait son profil dans la pénombre, se demandant si l'homme qu'elle aimait était encore celui qu'elle croyait connaître. Elle n'avait aucune preuve, seulement un faisceau d'impressions. Et quelque part dans la ville, Muriel regardait son téléphone, le pouce suspendu au-dessus du contact d'Élise. Le piège ne s'était pas refermé brutalement. Il se dessinait lentement, presque silencieusement, à travers des souvenirs qui remontaient à la surface, des gestes retenus, des paroles incomplètes. Personne n'accusait encore, personne ne confrontait directement. Mais désormais, plusieurs regards se posaient sur Yann avec une attention nouvelle. Et cela suffisait à faire vaciller l'équilibre fragile qu'il s'efforçait de maintenir. Muriel passa une partie de la nuit sans dormir, le regard fixé sur l'obscurité de sa chambre, comme si elle espérait y discerner une réponse claire. Plus elle repassait la scène de la plage dans son esprit, plus elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un simple souvenir anodin remonté par hasard. Il y avait dans cette image une cohérence nouvelle, un lien direct avec l'enquête actuelle, et surtout une omission impossible à ignorer. Au petit matin, la décision s'imposa d'elle-même. Se taire aurait signifié accepter que la vérité reste fragmentée.
Elle prit son téléphone et proposa à Élise de la voir en dehors du commissariat, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Élise sentit immédiatement, au ton de Muriel, que la conversation dépasserait le cadre habituel des échanges d'informations. Lorsqu'elles se retrouvèrent dans un parc discret, Muriel ne tourna pas autour du sujet. Elle décrivit la plage, le téléphone, la chute dans le sable, la présence de Yann aux côtés de Lucie. Elle précisa qu'à l'époque, rien ne lui avait semblé suspect, mais qu'aujourd'hui, ce détail prenait une dimension nouvelle. Élise resta silencieuse un long moment après le récit. Elle n'interrompit pas Muriel, ne chercha pas à minimiser. Elle analysait intérieurement la chronologie des faits, les déclarations de Yann, les rapports qu'il avait lui-même validés. Si cette rencontre avait eu lieu avant la mort de Lucie, pourquoi ne figurait-elle dans aucun compte-rendu? Pourquoi Yann n'avait-il jamais mentionné qu'il connaissait la victime, même de manière superficielle? Le doute s'installa en elle avec une précision glaciale. Elle se remémora leurs échanges récents, la manière dont il avait réagi à la découverte du bracelet, son empressement mesuré, son professionnalisme impeccable. Rien n'était ouvertement suspect, mais tout devenait soudain accent aigu interprétable. Élise remercia Muriel avec gravité. Elle lui demanda de ne parler de ce souvenir à personne pour le moment, le temps de vérifier certains éléments. Elle savait que la moindre fuite pourrait provoquer une onde de choc incontrôlable, notamment pour Johanna. De son côté, Yann commençait à ressentir une tension qu'il ne parvenait plus à ignorer. L'enquête sur Lucie prenait une tournure plus dense, plus concrète depuis la découverte du bracelet. Il suivait les avancées d'Élise avec une vigilance accrue, tout en veillant à ne rien laisser transparaître d'inhabituel. Lorsqu'il croisait son regard, il cherchait à lire si quelque chose avait changé. Il ne percevait aucune accusation directe, mais il ressentait une distance subtile, une attention plus aiguë. Cette impression le contraignait à une maîtrise encore plus rigoureuse de ses gestes et de ses paroles. À la maison, Johanna observait elle aussi un glissement. Yann semblait fatigué, mais d'une fatigue nerveuse, presque défensive. Il consultait son téléphone plus fréquemment, s'isolait pour répondre à certains messages professionnels, évitait les conversations prolongées sur l'enquête. Johanna n'osait pas encore le confronter frontalement, consciente que ses soupçons reposaient davantage sur une intuition que sur des preuves. Pourtant, une scène anodine la troubla davantage que les autres. Un soir, alors qu'elle évoquait Lucie et l'émotion suscitée par sa mort, elle remarqua une crispation fugace dans les traits de Yann. Ce n'était qu'une fraction de seconde, mais elle la connaissait suffisamment pour percevoir la différence entre la compassion et l'inconfort. Elle se demanda si elle projetait ses propres peurs sur lui. Elle tenta de se raisonner. Mais le doute, une fois installé, ne disparaît pas par simple volonté. Au commissariat, Élise reprit l'ensemble du dossier avec une rigueur méthodique. Elle relut les premières déclarations de Yann, les rapports initiaux, les dates précises des événements. Elle chercha un moment où il aurait pu mentionner une rencontre antérieure avec Lucie, même brièvement. Rien, aucun indice d'une connaissance préalable. Elle décida alors de vérifier discrètement certains éléments, les relevés de téléphone, les déplacements connus de Lucie avant sa mort, les éventuels recoupements avec l'emploi du temps de Yann. Elle ne formulait encore aucune accusation, mais elle traçait mentalement une ligne invisible reliant les pièces du puzzle. Muriel, quant à elle, vivait dans une attente tendue. Elle savait avoir déclenché un mouvement irréversible. En confiant son souvenir à Élise, elle avait déplacé le centre de gravité de l'enquête. Elle craignait les conséquences pour Johanna, mais elle refusait désormais de détourner le regard. À l'hôpital, Clémence poursuivait son équilibre précaire. Son visage restait impassible, mais son esprit était envahi par une nervosité constante. Elle redoutait qu'Alain ne découvre ses médicaments, qu'il interprète son comportement comme une trahison ou une faiblesse. Elle se sentait prise dans une spirale où chaque mensonge nécessitait un nouveau mensonge pour tenir. À la ferme, l'absence d'Élodie continuait de peser. William s'efforçait d'adopter un discours rationnel sur l'avenir, mais la nostalgie affleurait dans ses silences. Pauline, de son côté, oscillait entre la colère et un regret qu'elle refusait de formuler clairement. Elle observait les réseaux sociaux, relisait d'anciens messages, cherchant une explication qui ne viendrait pas. Le soir, Élise resta tard au commissariat. Elle fixait le tableau d'enquête, les photos, les dates, les noms. Le visage de Lucie semblait la regarder avec une insistance nouvelle. Elle se demanda si elle avait, depuis le début, accordé à Yann une confiance automatique en raison de leur collaboration. Elle comprenait que l'erreur la plus fréquente dans une enquête consiste à exclure trop tôt certaines hypothèses. Au même moment, Yann rentrait chez lui avec la sensation diffuse que l'étau se resserrait. Il ne disposait d'aucune preuve qu'Élise soupçonnait quoi que ce soit.
Pourtant, il percevait une modification imperceptible dans l'atmosphère professionnelle, une vigilance accrue. Johanna, allongée dans le lit à ses côtés, restait éveillée plus longtemps qu'à l'ordinaire. Elle l'observait dans l'obscurité, tentant de reconnaître l'homme qu'elle aimait dans ce profil devenu étrangement opaque. Dans différents lieux de la ville, plusieurs consciences convergeaient vers le même point sans encore se rencontrer ouvertement. Muriel avait ravivé un souvenir. Élise avait commencé à vérifier les failles. Johanna ressentait une fracture intime. Le piège ne se refermait pas encore brutalement. Il se dessinait à travers des regards plus attentifs, des silences plus lourds, des détails qui cessaient d'être anodins. Et au centre de cette tension grandissante, Yann continuait d'avancer avec une maîtrise apparente, sans savoir combien de temps encore cette maîtrise suffirait. Le doute, lorsqu'il s'installe, ne fait pas de bruit. Il ne renverse pas les meubles, ne provoque pas d'éclat de voix. Il se glisse dans les interstices, il s'infiltre dans les silences, il modifie imperceptiblement le regard que l'on porte sur les choses. C'est ainsi qu'Élise avançait désormais dans le dossier Lucie, avec une prudence nouvelle et une lucidité presque douloureuse. Elle avait commencé par reprendre la chronologie complète des derniers jours de Lucie. Les appels, les déplacements, les témoignages. Elle comparait les horaires, croisait les dates avec les emplois du temps professionnel connus. Elle ne cherchait pas une preuve spectaculaire. Elle cherchait une incohérence. Le souvenir rapporté par Muriel avait déplacé un point d'équilibre. Si Yann avait croisé Lucie sur cette plage avant sa mort, cela signifiait qu'un lien, même ténu, existait entre eux. Et ce lien n'apparaissait nulle part dans les premières déclarations. Or, dans une enquête, l'omission est parfois plus révélatrice que le mensonge. Élise se força à rester méthodique. Elle savait que la moindre accusation prématurée pourrait non seulement ruiner une carrière, mais aussi briser une famille. Johanna était son amie. Elle connaissait leur couple, leur histoire, les années construites ensemble. Elle ne voulait pas croire que tout cela puisse être contaminé par un secret aussi lourd. Pourtant, elle ne pouvait pas ignorer les faits. Elle consulta les relevés d'appels professionnels de Yann autour de la date estimée de cette rencontre sur la plage. Rien d'irrégulier à première vue. Elle observa ensuite les comptes rendus d'audition. À aucun moment il ne mentionnait avoir déjà vu Lucie avant l'ouverture officielle de l'enquête. Ce silence prenait une épaisseur inquiétante. Pendant ce temps, Muriel vivait dans un état de tension constante. Elle avait l'impression d'avoir déclenché un mécanisme qu'elle ne maîtrisait plus. Chaque fois qu'elle croisait Johanna, une culpabilité sourde la traversait. Elle se demandait si elle aurait dû attendre, vérifier davantage, protéger son amie avant de transmettre son souvenir à Élise. Mais lorsqu'elle repensait au visage de Lucie, à son rire sur la plage, elle comprenait qu'elle n'avait pas le droit de trahir la mémoire de celle qui n'était plus là pour se défendre. Johanna, de son côté, sentait que quelque chose lui échappait. Le malaise qui l'avait poussée à se confier à Sabine ne diminuait pas. Au contraire, il prenait une forme plus précise. Elle observait Yann avec une attention presque clinique. Elle notait ses retards, ses absences d'esprit, la manière dont il se refermait lorsqu'elle évoquait l'enquête. Un soir, elle décida de ne plus contourner la question. Elle ne l'accusa pas frontalement. Elle lui demanda simplement s'il allait bien, s'il traversait quelque chose qu'il ne partageait pas. Sa voix était calme, mais son regard cherchait une fissure. Yann répondit avec assurance. Il parla de la pression du dossier, de la difficulté de certaines investigations, du poids que représente la responsabilité d'un meurtre non élucidé. Tout était cohérent, trop cohérent peut-être. Johanna voulut le croire. Elle se força à accepter cette explication. Mais une part d'elle restait suspendue, comme si son intuition refusait de se laisser apaiser par des mots parfaitement construits. Au commissariat, Élise sentit également une tension nouvelle dans ses échanges avec Yann. Elle posait des questions précises sur certains éléments du dossier, observait ses réactions, notait la moindre hésitation. Il restait professionnel, concentré, méthodique. Pourtant, il paraissait plus vigilant, comme s'il anticipait désormais chaque angle d'attaque possible. Un détail la troubla particulièrement, lorsqu'elle évoqua, de manière indirecte, les relations personnelles éventuelles de Lucie avant sa mort. Yann détourna légèrement le regard avant de répondre. Ce geste était infime, mais dans un contexte où chaque micro-réaction prenait du poids, il ne pouvait plus être ignoré. De son côté, Yann commençait à ressentir une pression diffuse. Il n'avait aucune preuve qu'Élise soupçonnait quoi que ce soit, mais il percevait un changement. Les questions devenaient plus ciblées, les silences plus longs, les regards plus appuyés. Il savait que la maîtrise est essentielle dans son métier. Il savait aussi que la moindre erreur d'attitude peut déclencher une suspicion. Il s'appliquait donc à rester impeccable. Pourtant, cette vigilance constante l'épuisait. Chez lui, l'équilibre devenait plus fragile.
Johanna n'était pas agressive. Elle était attentive. Trop attentive. Elle observait ses gestes, ses absences, ses réponses. Il comprenait qu'elle doutait, sans savoir exactement de quoi. Cette double pression, professionnelle et intime, créait une tension qu'il peinait à contenir. À l'hôpital, Clémence poursuivait sa propre lutte silencieuse. Ses médicaments lui donnaient l'illusion d'un contrôle, mais ses mains tremblaient parfois lorsqu'elle les sortait discrètement de son sac. Elle redoutait qu'Alain ne remarque un changement dans son comportement. Elle vivait dans la peur d'une découverte qui viendrait bouleverser leur relation. À la ferme, la vie continuait, mais avec une tonalité différente. L'absence d'Élodie laissait un espace vide que chacun tentait de combler à sa manière. William parlait de projets futurs, de stabilité financière, comme pour conjurer l'idée que ce départ puisse être définitif. Pauline, elle, oscillait entre le ressentiment et une tristesse qu'elle refusait de nommer. Ces trajectoires parallèles, en apparence indépendantes, formaient pourtant une toile commune. Chaque personnage affrontait une vérité qu'il ne pouvait plus repousser indéfiniment. Pour Élise, la question devenait inévitable. Fallait-il confronter Yann directement ? Elle savait qu'un interrogatoire formel provoquerait un séisme. Elle avait besoin d'un élément supplémentaire, d'un détail objectif qui viendrait soutenir l'intuition. Muriel, de son côté, sentait que le temps du silence touchait à sa fin. Elle comprenait que si la mémoire avait refait surface, ce n'était pas par hasard. Elle se demandait si Lucie, inconsciemment, n'avait pas laissé derrière elle des indices que personne n'avait encore su lire. Johanna, enfin, se retrouvait au bord d'une décision. Elle ne voulait pas devenir une épouse soupçonneuse. Elle ne voulait pas fouiller dans le téléphone de Yann, ni surveiller ses déplacements. Mais elle sentait que continuer à ignorer son malaise reviendrait à nier une part essentielle de son intuition. Le piège ne s'était toujours pas refermé brutalement. Il se resserrait lentement, presque imperceptiblement, à travers des gestes retenus, des regards échangés, des souvenirs qui refaisaient surface. Et au centre de cette mécanique silencieuse, Yann avançait encore, maîtrisant son apparence, sans savoir que chaque détail qu'il tentait de contrôler pouvait devenir, à tout moment, la pièce manquante qui ferait basculer l'équilibre fragile qu'il s'efforçait de maintenir. À mesure que les jours passaient, l'enquête cessait d'être un simple dossier pour Élise. Elle devenait un champ miné où chaque pas devait être calculé avec une précision extrême. Depuis la révélation de Muriel, elle avait modifié sa manière d'approcher le travail. Elle ne cherchait plus seulement un coupable abstrait. Elle cherchait à vérifier une hypothèse qu'elle refusait encore de formuler à voix haute. Elle entreprit de recouper les déplacements connus de Lucie avec ceux de Yann, non pas officiellement, mais à travers des vérifications croisées, des consultations discrètes d'horaires et de relevés. Elle examina les images de vidéosurveillance autour de la zone de la plage à la période évoquée par Muriel, consciente que les enregistrements anciens seraient probablement effacés. Les archives disponibles ne livraient rien de décisif, mais l'absence de preuves n'effaçait pas le souvenir. Elle interrogea également, sous couvert de routine, certains témoins secondaires déjà entendus au début de l'affaire. Elle reformula les questions, modifia légèrement l'angle d'approche, cherchant à savoir si Lucie avait été vue en compagnie d'un homme précis avant sa mort. Les réponses restaient floues. Un témoin évoqua vaguement, quelqu'un de brun, aperçu à distance. Rien d'assez précis pour établir un lien formel. Cependant, ce travail de fourmi renforçait en elle une conviction intime. L'affaire contenait une zone d'ombre que personne n'avait encore explorée. Pendant ce temps, Muriel vivait dans un état de tension constante. Plus Johanna lui parlait de son mari avec confiance, plus elle ressentait le poids de son secret. Johanna exprimait encore ses doutes, mais ceux-ci oscillaient désormais entre la jalousie et la fatigue conjugale. Elle n'imaginait pas que le trouble puisse être d'une nature bien plus grave. Chaque conversation devenait pour Muriel une épreuve. Elle devait mesurer ses mots, éviter toute allusion, tout regard trop appuyé. Elle se sentait écartelée entre la loyauté envers son amie et la fidélité à la mémoire de Lucie. Elle savait qu'une révélation brutale pourrait briser un mariage, mais elle savait aussi que le silence pourrait protéger un mensonge. Johanna, de son côté, sentait qu'elle approchait d'un point de rupture. Elle ne supportait plus cette impression d'évoluer dans un brouillard émotionnel. Un soir, alors que Yann semblait particulièrement préoccupé, elle décida d'aller plus loin que les simples questions de surface. Elle lui demanda s'il lui cachait quelque chose. Sa voix n'était ni agressive ni accusatrice. Elle cherchait une vérité, quelle qu'elle soit. Elle voulait comprendre si son malaise relevait d'une insécurité personnelle ou d'une réalité dissimulée. Yann soutint son regard avec une maîtrise remarquable. Il parla de la pression professionnelle, de la fatigue, des responsabilités. Il affirma qu'il n'y avait aucune autre femme, aucun secret intime.
Il posa la main sur la sienne avec une douceur étudiée, cherchant à rétablir la confiance. Johanna voulut croire à cette sincérité. Pourtant, une part d'elle restait suspendue à une sensation indéfinissable. Ce n'était pas un mensonge évident qu'elle percevait, mais une retenue. Une zone interdite. Au commissariat, Élise commençait à ressentir le poids de sa position. Elle savait que si elle décidait d'ouvrir officiellement une piste impliquant Yann, les conséquences seraient considérables. Il ne s'agissait pas seulement d'un collègue. Il était respecté, expérimenté, intégré dans la structure. Une accusation mal fondée pourrait se retourner contre elle. Elle choisit donc d'avancer avec encore plus de prudence. Elle demanda l'accès à certains relevés internes sous prétexte d'une vérification globale des procédures initiales. Elle consulta les rapports de première intervention sur la scène liée à Lucie, examinant si Yann avait eu un contact direct avec des éléments sensibles avant l'arrivée d'autres collègues. Rien ne trahissait une manipulation évidente. Pourtant, une accumulation de détails, le silence sur la rencontre préalable, la crispation lors de certaines discussions, la vigilance accrue, formaient un faisceau troublant. Yann, lui, commençait à ressentir l'épuisement de cette tension prolongée. Il contrôlait toujours ses gestes, mais il devait fournir un effort constant pour maintenir cette façade d'assurance. La moindre question d'Élise prenait dans son esprit des proportions démesurées. Chaque silence de Johanna lui semblait chargé d'un sous-entendu. Il ne savait pas ce que Muriel avait transmis. Il ignorait que le souvenir de la plage avait été partagé. Pourtant, il sentait que quelque chose se déplaçait autour de lui. Une atmosphère plus lourde, un regard plus scrutateur. À l'hôpital, Clémence vacillait à son tour. Un matin, elle oublia presque de dissimuler sa boîte de médicaments avant l'arrivée d'Alain dans la pièce. Elle rattrapa le geste à temps, mais ce moment d'inattention révéla sa fatigue. Elle comprenait que vivre dans la dissimulation permanente exige une énergie qu'elle n'était plus certaine de posséder. À la ferme, l'absence d'Élodie s'inscrivait désormais dans la routine. William parlait moins. Pauline évitait certains lieux trop chargés de souvenirs. Ludo tentait de maintenir un équilibre collectif, conscient que chacun portait sa propre forme de perte. Ces trajectoires parallèles reflétaient une même vérité. Les secrets, qu'ils soient liés à un médicament, à un départ ou à une enquête criminelle, finissent toujours par exercer une pression sur ceux qui les portent. Un soir, Élise resta seule dans son bureau après le départ des autres. Elle fixa le tableau d'enquête longuement. Elle se demanda si elle n'était pas en train de projeter une hypothèse sur des éléments trop fragiles. Elle savait qu'un policier peut devenir suspect non pas parce qu'il est coupable, mais parce que son statut le protège trop longtemps d'un examen critique. Elle comprit alors que l'étape suivante serait décisive. Elle devrait confronter Yann à la question de la plage. Pas sous forme d'accusation, mais comme une vérification factuelle. Sa réaction lui apporterait peut-être plus que n'importe quel relevé. Au même moment, chez lui, Yann fixait le plafond dans l'obscurité. Johanna dormait à ses côtés, mais leur proximité physique ne dissipait plus la distance intérieure. Il repensait à chaque détail de ces échanges récents, tentant d'anticiper d'éventuelles questions. Il savait que le contrôle repose sur l'anticipation. Mais il savait aussi qu'un souvenir qui refait surface échappe à toute maîtrise. Le piège n'était toujours pas refermé. Aucun coup d'éclat, aucune révélation officielle n'avait eu lieu. Pourtant, les lignes bougeaient. Les regards convergeaient. Les silences s'épaississaient. Et pour la première fois, Yann sentit que la stabilité qu'il croyait solide pouvait, à tout moment, se fissurer sous le poids d'un simple souvenir. Le moment que redoutait Élise arriva sans éclat spectaculaire, presque banalement, au détour d'une conversation professionnelle. Elle avait choisi de ne pas dramatiser, de ne pas convoquer officiellement Yann dans un cadre formel. Elle préférait une discussion apparemment neutre, une vérification glissée au cœur d'un échange technique. Il se trouvait dans son bureau, penché sur le tableau d'enquête. L'atmosphère était dense mais silencieuse, chargée d'une tension que personne d'extérieur n'aurait perçue. Élise laissa passer quelques secondes après avoir évoqué les dernières vérifications sur les déplacements de Lucie, puis elle formula la question avec une précision calculée. Elle lui demanda s'il avait déjà croisé Lucie avant l'ouverture officielle du dossier. La phrase, prononcée calmement, tomba entre eux comme une pierre dans l'eau. Yann ne répondit pas immédiatement. Le temps d'un battement de cœur, peut-être deux. Son regard resta fixé sur les documents devant lui avant de se relever vers Élise. Son visage ne trahit aucune panique. Il maîtrisait son expression avec l'assurance d'un homme habitué aux interrogatoires. Il répondit que non, qu'il n'avait eu aucun contact préalable avec la victime. Sa voix était stable, son débit régulier. Rien, à première vue, ne laissait deviner un trouble. Pourtant, Élise observa la micro-hésitation initiale, le léger déplacement de ses doigts sur la table, comme s'il cherchait inconsciemment un point d'appui.
Elle ne releva pas immédiatement l'incohérence. Elle préféra ajouter un détail, presque anodin en apparence. Elle évoqua une plage. Elle ne mentionna pas Muriel. Elle ne parla pas du téléphone. Elle laissa simplement entendre qu'un témoin affirmait avoir vu Lucie en compagnie d'un homme correspondant à sa description. Cette fois, la réaction fut plus subtile encore. Yann inclina légèrement la tête, comme pour réfléchir. Il demanda des précisions, feignant la curiosité professionnelle. Il suggéra qu'il pouvait s'agir d'une erreur d'identification. Il rappela que dans une enquête, les témoins se trompent souvent. À l'extérieur, il restait impeccable. À l'intérieur, quelque chose se fissurait. Il comprenait que le souvenir était remonté. Il ignorait comment, par qui, à quel moment. Mais il savait désormais que la plage n'était plus un épisode isolé, enfoui dans le passé. Elle venait d'entrer dans le champ de l'enquête. Élise conclut l'échange sans l'accuser davantage. Elle voulait observer la suite. Elle savait que la pression prolongée révèle plus qu'un affrontement brutal. En sortant du bureau, Yann sentit son souffle se raccourcir imperceptiblement. Il continua à saluer ses collègues, à échanger des banalités, à avancer dans les couloirs comme si rien ne s'était passé. Pourtant, son esprit analysait chaque possibilité. Qui avait parlé? Muriel? Un autre témoin? Avait-il laissé une trace qu'il croyait effacée? Chez lui, le climat devenait plus fragile encore. Johanna percevait un changement net depuis quelques jours. Elle ne savait rien de la plage, rien du bracelet au-delà de ce qu'elle avait entendu publiquement. Mais elle sentait que Yann était ailleurs. Plus tendu, plus surveillant. Un soir, alors qu'il dînait face à face, elle observa qu'il consultait son téléphone à intervalles réguliers, comme s'il attendait un message précis. Elle ne dit rien immédiatement. Elle laissa le silence s'installer, espérant qu'il le comblerait spontanément. Il ne le fit pas. Elle comprit alors que leur couple était entré dans une zone qu'elle ne contrôlait plus. Elle n'avait pas de preuve d'infidélité. Elle n'avait pas de mensonge identifié. Mais elle sentait qu'une part de lui échappait désormais complètement. Muriel, de son côté, remarqua que l'atmosphère autour de Yann avait changé. Les échanges professionnels étaient plus courts. Les regards plus lourds. Elle devinait qu'Élise avait posé la question. Elle comprenait que le point de non-retour avait été franchi. Elle éprouvait un mélange de soulagement et d'angoisse. Soulagement parce que la vérité, quelle qu'elle soit, ne pouvait plus être repoussée indéfiniment. Angoisse parce que cette vérité risquait d'emporter Johanna avec elle. À l'hôpital, Clémence vacillait elle aussi. Son secret devenait plus difficile à dissimuler. Alain remarqua enfin son agitation inhabituelle et lui demanda si tout allait bien. Elle répondit par une banalité rassurante, mais son regard fuyait. Elle comprenait que chaque mensonge crée un décalage perceptible pour ceux qui vous connaissent intimement. À la ferme, William tenta d'organiser un projet collectif pour redonner un souffle au groupe. Mais l'énergie n'y était plus. Chacun portait son propre poids. Pauline évitait toujours de prononcer le nom d'Élodie. Ludo maintenait une façade optimiste, mais percevait lui aussi la fragilité ambiante. Tous, à des degrés différents, vivaient sous l'ombre d'une vérité latente. Le lendemain, Yann arriva au commissariat avec une résolution froide. Il devait reprendre le contrôle. Il relut le dossier avec une attention renouvelée, cherchant l'angle qui lui permettrait de rediriger l'enquête vers une autre piste. Il savait que la meilleure défense réside dans l'anticipation. Mais pour la première fois, il doutait de sa capacité à anticiper tous les souvenirs. Élise, elle, comprenait que sa confrontation n'avait pas produit d'aveu, mais qu'elle avait créé une fracture. Elle avait vu dans les yeux de Yann une lueur furtive, non pas la culpabilité évidente, mais la conscience d'être observée. Le piège n'était plus théorique. Il était en train de se refermer. Il ne restait plus qu'une pièce à déplacer, un détail à confirmer, pour que l'équilibre fragile bascule définitivement. Le basculement ne survint pas par une confession, ni par un effondrement spectaculaire. Il se produisit dans un détail que seul un regard attentif pouvait saisir. Élise venait d'obtenir un élément qu'elle n'attendait plus vraiment. En poursuivant ses vérifications secondaires, elle consulta une base de données interne liée aux interventions techniques autour du secteur de la plage à la période évoquée. Parmi les signalements mineurs figurait un appel enregistré ce jour-là, un téléphone endommagé, déclaré inutilisable après une chute dans le sable. Le signalement avait été transmis brièvement au service local avant d'être classé sans suite. Le nom associé au numéro n'apparaissait pas directement, mais le relevé technique permettait un recoupement. Le numéro appartenait à Yann. Il ne s'agissait pas d'une preuve d'homicide. Il ne s'agissait pas d'un élément suffisant pour conclure à une implication directe. Mais c'était une preuve irréfutable d'un mensonge. Yann avait affirmé n'avoir jamais croisé Lucie avant l'ouverture du dossier.
Or son téléphone avait été signalé comme endommagé précisément le jour correspondant au souvenir de Muriel. Élise resta immobile face à l'écran. Elle ressentit moins un triomphe qu'un froid intérieur. Ce n'était plus une intuition. Ce n'était plus un faisceau d'impressions. C'était une contradiction factuelle. Le piège venait de se refermer. Elle ne convoqua pas immédiatement Yann. Elle savait que chaque étape devait être maîtrisée. Une accusation prématurée pourrait compromettre l'ensemble de la procédure. Elle transmit discrètement l'information à son supérieur hiérarchique, en demandant une vérification officielle du croisement des données. Pendant ce temps, Muriel sentit que quelque chose avait changé. Élise ne lui révéla pas immédiatement le détail, mais son ton, plus grave, suffisait à lui faire comprendre que la situation avait franchi un seuil. Muriel comprit que le souvenir de la plage n'était plus une simple pièce périphérique. Il devenait central. Elle réalisa alors l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. Elle pensa à Johanna, à leur amitié, aux confidences partagées. Elle ne regrettait pas d'avoir parlé, mais elle mesurait désormais le prix possible de la vérité. Chez elle, Johanna vivait une nuit blanche sans en connaître encore la raison précise. Elle observait Yann se mouvoir dans l'appartement avec une nervosité qu'il ne parvenait plus totalement à masquer. Il semblait distrait, absorbé, comme s'il menait un dialogue intérieur constant. Elle ne disposait d'aucune information concrète. Pourtant, une sensation profonde s'imposa à elle. Quelque chose était en train de se fissurer. Elle repensa à la plage évoquée vaguement quelques jours plus tôt dans une conversation anodine. Elle repensa à la crispation qu'elle avait perçue. Elle repensa aux silences accumulés. La vérité ne lui était pas encore révélée, mais elle la pressentait. Yann, lui, reçut la convocation interne en fin de journée. Une demande de clarification sur un point technique du dossier Lucie. Rien d'accusatoire dans la formulation, mais il comprit immédiatement. Le téléphone. La plage. Le souvenir avait refait surface et avait trouvé une trace matérielle. Il sentit une chaleur brutale envahir sa poitrine avant de laisser place à un froid absolu. Il savait qu'il ne pouvait plus s'appuyer sur le déni simple. Il savait que toute nouvelle réponse serait analysée sous l'angle de la dissimulation. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il comprit que l'équilibre ne dépendait plus de sa seule maîtrise. Au commissariat, l'atmosphère était devenue plus lourde. Les échanges étaient mesurés, les regards prudents. Personne ne prononçait encore le mot de mise en cause, mais chacun sentait que le centre de gravité s'était déplacé. Élise regardait le tableau d'enquête une dernière fois ce soir-là. Le bracelet, la plage, le téléphone, le mensonge. Elle savait que le processus ne faisait que commencer. Qu'il faudrait encore des vérifications, des confrontations officielles, peut-être des auditions internes. Mais psychologiquement, le basculement était acté. Le piège n'était plus une construction théorique. Il avait trouvé son verrou. Muriel, de son côté, resta longtemps immobile chez elle, repensant à Lucie sur cette plage. Elle comprenait que la mémoire n'est jamais innocente. Elle surgit lorsque le moment est venu. Johanna, allongée dans le noir, sentit une distance irréversible s'installer entre elle et l'homme à ses côtés. Elle ne connaissait pas encore la nature exacte du mensonge, mais elle savait qu'un mensonge existait. Yann fixa le plafond, incapable de fermer les yeux. Il savait que le lendemain ne serait pas une simple journée de travail. Il savait que la question n'était plus de savoir si le souvenir était remonté, mais jusqu'où il irait. Le piège s'était refermé lentement, sans éclat, sans sirène. Par un bracelet oublié, par un souvenir enfoui, par un téléphone brisé dans le sable. Et désormais, plus rien ne pouvait redevenir comme avant.